Bien le bonjour les férus d'histoire. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année 2020, que cette année soit merveilleuse pour vous en tout point de vue, l'amour, la paix, etc., tous vos projets, voilà, tout ce qu'il faut. Je lance par la même occasion un nouveau contenu que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Je vous laisse la découvrir et puis ensuite, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors commençons sans plus tarder. Les films, les séries télé, la dark ou light fantasy, les livres fantastiques ont bien souvent participé à diffuser une image erronée du Moyen-Âge, bien que nombre d'œuvres tentent de redorer le blason de cette période. Si nous aussi nous essayons de raconter le Moyen-Âge au travers d'une histoire au plus proche de la réalité historique. C'est dans un monde qui se veut, je l'espère, réel, que je vous invite à suivre les aventures de Lorraine Despages. Voici l'une de ces histoires, elle s'intitule « La disparition de Jeanne ». Prenez un bon petit thé ou un café, fermez les yeux et laissez-vous aller à la rêverie. Bienvenue dans un jour d'histoire. Notre histoire se situe en l'an 1480, sous le règne de Louis XI, dans un petit village du nord de la France. Voilà 2 semaines que la pluie ne cessait de tomber. Les arbres étaient déjà dépeuplés de leurs feuilles. Au vu du climat et des températures fraîches, nous pourrions aisément dire que cette journée qui débutait était en novembre. D'ailleurs, ce jour-là, Robert Dupont, le porcher du village, aurait dû amener ses porcs paître dans la forêt pour y consommer les glands des chênes et les faines des hêtres. Hélas, le mois dernier, le pauvre homme s'était vu écraser le pied par une charrue qui l'avait poussé bien trop fort. La plaie s'était infectée, la fièvre lui était montée à la tête. Il avait dû rester cloué au lit plusieurs jours. Sa femme, Marie, aurait pu prendre la relève, mais Robert avait eu la bonne idée de la mettre enceinte voilà 5 mois. Il avait déjà 4 jeunes enfants. Il en aurait bientôt un 5e si Dieu le veut. Non, vraiment, il n'y avait qu'à attendre. Attendre de longues journées. La fièvre était retombée, mais Robert était encore bien trop faible pour se lever. Alors que les premières lueurs du jour traversaient la petite lucarne de sa modeste chaumière, Robert sentit le désespoir monter en lui. Lui, qui était au chômage forcé, craignait plus que tout que la misère frappe sa famille. Et la misère était là, à sa porte. Heureusement qu'il pouvait compter sur l'aide du père Martin, le prêtre du village, et de Jean, un de ses plus proches amis, qui s'efforçait de lui apporter un peu de légumes pour une soupe qui se faisait de plus en plus maigre. Mais jusqu'à quand cela pouvait-il durer? L'hiver approchait. Ces dernières années, il avait été particulièrement rude, mettant déjà à mal les réserves des uns et des autres. Cette année, en plus, l'été avait été particulièrement mauvais. Les récoltes furent minces. Sans doute allait-on vivre une période de disette dans la région. Robert en était conscient, et s'il n'arrivait pas en plus à nourrir les cochons, c'est la famine qui allait pointer le bout de son nez. L'entraide était particulièrement forte dans la communauté villageoise, mais elle n'était pas éternelle. Robert le savait, et toutes les nuits il angoissait. Cette nuit-là n'avait pas fait exception. En se réveillant, il se remémora un poème qu'il avait jadis entendu de la bouche d'un trouvère de passage dans la région. Un poème écrit par un certain Rutebeuf, il y a de cela 200 ans. Faute de longe, je porte bien forcé le cilice. Je n'ai pas peur que proche ou étranger me vole quoi que ce soit. Je n'ai pas chez moi une seule bûche de chêne. On ne saura plus où j'habite à cause de ma pauvreté. Personne n'ouvrira ma porte, car ma maison est déserte, pauvre à l'abandon. Souvent, il n'y a ni pain ni pâte. Le voilà bien mal embarqué. Soudain, on frappa violemment à la porte. Robert resta stoïque dans son lit. On frappa une 2e fois, puis une 3e fois, de façon toujours plus violente. Les enfants se mirent à brailler. Un bruit de tonnerre se fit entendre dehors. On aurait pu croire au début d'une de ces légendes noires que l'on racontait souvent les soirs de veillée. On frappa à nouveau. « Robert, va voir ce que c'est que ça !» hurla Marie.
Oui, oui, j'y vais, répondit timidement Robert. Il prit une petite hache qui traînait sur la table au milieu de l'unique pièce de la demeure et s'avança vers la porte. Un pas, puis un deuxième, un troisième. On frappa à nouveau avec une si grande force que la porte s'effondra sur le sol, renversant au passage le pauvre Robert qui se retrouva le cul au sol. « Bon sang de bonsoir, vous n'ouvrez jamais quand on frappe à votre porte ? Il fait un temps de chien dehors !» s'écria l'homme qui venait de pénétrer dans la pièce. « Mais qui êtes-vous donc ?» répondit Robert, qui s'était relevé et qui brandissait désormais sa hachette. Interloqué. « Commencez par baisser ce machin, vous allez vous blesser, je ne vous veux pas de mal. Qu'est-ce qui me dit que vous dites vrai? Vous êtes peut-être brigand. Je ne suis pas armé. Vous pouvez être mendiant et donc voleur. Qu'y a-t-il donc à voler ici dans votre chaumière qui part en lambeaux? Vous êtes étranger. Et il faut se méfier des étrangers. Certes, je viens de loin, mais je n'ai aucune intention de martyriser les populations que je rencontre. Alors vous êtes qui? Je m'appelle Lorraine Despage. Je suis ce qu'on pourrait appeler un chroniqueur. Robert se frotta la tête. Un chroniqueur? C'est un genre de trouvère ou bien un simple poète? En tout cas, l'homme qui se dressait face à lui n'avait rien de menaçant, si ce n'est ses yeux verts émeraude qui lui donnaient une allure étrange. « Je pars à la découverte du monde et j'écris sur ce que je vois, » renchérit Lorraine. « Et qu'est-ce que vous faites chez moi ?» questionna Robert. « Eh bien, là d'où je viens, on a tendance à dire que les gens de cette région sont violents et extrêmement craintifs. Des peurs semblent vous submerger bien plus qu'il n'y paraîtrait. Je suis venu constater par moi-même. » Robert n'avait pas bien compris tout ce que Lorraine venait de lui raconter. Quoi qu'il en soit, cet étranger pourrait bien lui servir, et ce même si ce dernier avait insisté sur le fait qu'il ne pouvait rester qu'une journée dans la région. Aussi Robert accepta d'abriter ce curieux personnage en échange de quelques menus services. Premièrement, emmener les cochons en forêt pour les nourrir. Deuxièmement, Robert tomba lourdement sur un tabouret et se mit à réfléchir longuement. C'est une claque derrière la tête de la part de sa femme qui lui fit revenir la mémoire. Deuxièmement, aller au marché pour y vendre le plus gros de ses cochons. Peut-être pourrait-il rapporter quelques deniers qui ne seraient pas de refus au moment de l'arrivée de l'hiver. Lorraine allait acquiescer quand tout à coup, le père Martin surgit par la petite entrée, désormais sans porte, de la demeure des Dupont. Il toisa du regard l'étranger, puis rapidement se tourna vers Robert. « Robert, te voilà en bien mauvaise posture. »« Que se passe-t-il encore, mon ami ?» demanda le porcher. « La petite Jeanne, tandis qu'elle jouait à proximité de tes porcs, a disparu, » répondit le curé la mine inquiète. « Ah non, vous n'allez pas recommencer, » se mit à hurler Robert. « Vous avez déjà accusé mes cochons d'être à l'origine de la multiplication de la lèpre qu'il y a eu l'an dernier dans notre village. Vous n'allez pas en plus les accuser de dévorer les enfants. » En l'an 1386, à Falaise, dans le pays normand, un porc a dévoré le bras et une partie du visage d'un enfant de 3 mois. L'animal fut emprisonné, jugé, et sa sentence lui fut lue dans sa geôle. Cette affaire a fait le tour du royaume. Il n'est pas impossible que tes porcs s'en soient pris à la pauvre enfant. « Je n'y crois mot !» Lorraine Despage eut un petit sursaut. Il se sentit particulièrement concerné par l'affaire et se proposa pour la résoudre. Alors que la pluie tombait sans discontinuer au dehors, la petite église du village se mit à sonner 10 heures. Pour Lorraine, il était temps de se mettre en quête de la petite Jeanne. Mais avant cela, il voulait honorer sa promesse faite à Robert d'emmener ses porcs à la glandée. Le père Martin bénit Lorraine pour qu'il puisse mener à bien sa mission et pria pour que l'on retrouve rapidement Jeanne. Après une demi-heure de marche, Lorraine Despage atteint l'orée du petit bois dans lequel les paysans venaient pour y mener divers travaux, tels que le bûcheronnage ou bien même la glandée des porcs. Il y avait également une petite route tortueuse qui s'enfonçait dans le bois. C'était là le seul chemin qui menait à la cité. Les paysans l'empruntaient toujours en petits groupes par crainte de rencontrer des brigands. Robert avait d'ailleurs mis en garde Lorraine. C'est tout de même si flottant et peu attentif que le jeune homme avançait avec les animaux du porcher. Soudain, une flèche traversa les feuillages
et vint se figer dans l'œil droit d'un des cochons qui couina à la mort. Surpris, Lorraine s'empara de son bâton de voyageur et se mit à observer tout autour de lui. C'est alors qu'il entendit un ricanement. Rassure-toi, le gueux, aujourd'hui je ne veux pas faire couler le sang humain, je chasse. Ces porcs ne t'appartiennent pas, montre-toi si tu l'oses, hurla Lorraine, toujours attentif à ce qu'il se passait autour de lui. Allons, ne joue pas au chevalier, me voici, rétorqua un homme à peine plus âgé que Lorraine, qui surgit de derrière un arbre. Laisse donc ton porc et passe ton chemin. Maraudeur de grand chemin, interrogea Lorraine. En voilà un gueux bien curieux. Je t'ai dit de passer ton chemin. Si tu veux ce porc, réponds à ma question, insista Lorraine. Tu as bien du courage pour t'opposer à moi. Dans la région, on me connaît comme Éloi le mercenaire. Un mercenaire ? Ancien chef de la compagnie. On était connu pour être la terreur des Anglois et des régions d'ici il y a quelques années encore. Mais depuis que le roi Louis s'est mis en tête de fonder une armée permanente, nous ne sommes plus utiles et peu nous craignent encore de nos jours. Je suis seul maintenant et je gagne vertement ma pitance en brigandant, le coupa Lorraine. Tu n'es pas d'ici, toi, et tu n'es pas paysan. Peu oserait ainsi me remettre en cause. Je m'appelle Lorraine Despages. Je suis chroniqueur et j'enquête sur la disparition de la petite Jeanne du village voisin. Je la connais bien, cette petite. Elle accompagne souvent son père à la ville. Laisse-moi te parler d'elle en mangeant ce porc que j'ai oxy. Ça pourrait t'aider. Sur ces mots, Lorraine et Éloi s'installèrent au beau milieu de la forêt, pendant que les porcs continuaient de manger les glands tombés des chênes. Ce dernier rassembla quelques brindilles et des bûches de bois pour allumer un feu qui réchauffa les deux hommes. Éloi commença alors son récit en évoquant la fougue de la petite Jeanne, dont les yeux verts arrivaient à attendrir le mercenaire d'ordinaire agressif. Il l'avait rencontrée au détour d'un chemin, lui s'apprêtant à détrousser son père, elle ramassant quelques champignons. Il n'avait pu passer à l'acte, pris d'une sorte de pitié pour cette pauvre gamine qui méritait un meilleur sort que de finir dans ce village de miteux, se disait-il. Mais depuis quelque temps, c'est vrai qu'il ne l'avait plus aperçue. Derrière un fourré, il avait surpris une conversation entre le père Martin et Jean. Une histoire de mauvais temps, de mauvaises récoltes, de disette, d'un étrange mal et d'une malheureuse décision qu'il devait prendre. Lorraine Despages était songeur face aux révélations du brigand. Un étrange mal ? Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Le chroniqueur remercia le mercenaire pour ses réponses et pour ce repas et décida de retourner au village. Il avait quelques questions à poser au père Martin.